Bonjour et bienvenue à tous ici à Station F pour ce grand événement de l'INPI intitulé R&D collaborative, public-privé et transfert de technologie, les clés du succès. Bon, moi je me présente, je suis Julien Jankoviac, rédacteur en chef adjoint à l'agence de presse AEF Info. Alors on le sait, la capacité d'innovation des PME et des ETI est un levier essentiel pour créer de la richesse et favoriser la compétitivité de l'économie française. Cela passe bien évidemment par ce que l'on appelle la recherche partenariale ou la R&D collaborative, on peut le dire aussi, au sein de laquelle le partage et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle occupent une place tout à fait stratégique. Mais il y a beaucoup de défis à relever. Par exemple, quelles conditions faut-il réunir pour marier au mieux recherche académique et entreprise privée ? Quelles sont les clés du succès et à l'inverse les écueils à éviter, comment piloter les enjeux de pays dans ce contexte tout à fait particulier, et également, on en parlera également, comment mieux utiliser l'API pour rééquilibrer les rapports de force dans les négociations. Alors pour répondre à toutes ces questions-là, 2 tables rondes sont organisées. Donc la première mettra en évidence l'action de plusieurs opérateurs de l'État, leur positionnement, leurs objectifs et les politique partenariale mise en place. La seconde, tout à l'heure, ce sera plus un atelier, on va dire, sur des bonnes pratiques opérationnelles individuelles et collectives qui visent à bonifier les relations entre partenaires. Et à la fin, précision importante, on aura un jeu de questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Voilà. Alors on va commencer avec le commencement, la première table ronde. Cette première table ronde s'intitule « Promouvoir et accompagner la R&D partenariale public-privé ». Alors, quels sont les facteurs d'échec et de succès d'une bonne recherche collaborative ? Comment dérisquer cette recherche partenariale ? Voilà, pour aborder ce sujet, 6 intervenants à ma gauche sont présents autour de la table. Je vais les présenter brièvement. Alors, Dominique Dunon-Bluteau à ma gauche, donc, vous êtes directeur des opérations scientifiques à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, je le rappelle. Philippe Véron, votre voisin, vous êtes président de l'AI Carnot, donc l'association des instituts Carnot. Jean-Luc Bella, président de la FPC, l'Association française des pôles de compétitivité. Madame Sophie Raymond, vous êtes directrice de l'expertise et des programmes de BPI France. Christophe Deraille, président du réseau Curie. Et enfin, Véronique Spanagel, voilà, la prononciation est bonne. Vous êtes directrice du réseau national au sein de la direction économique de l'INPI. Voilà, bienvenue à tous. Monsieur Dunon-Bluteau, vous êtes mon voisin, donc je commence par vous, c'est comme ça. Bon, on le sait tous, on connaît bien l'ANR, c'est un acteur essentiel de l'écosystème de la recherche en France. Voilà. Ma question est assez simple en fait. Quelles conditions faut-il réunir pour marier au mieux cette recherche académique et les entreprises privées ? Comment l'ANR, via les outils qu'elle met en place, parce qu'il y en a un certain nombre, contribue à rendre possible cette relation partenariale entre les acteurs ? Expliquez-nous tout ça. Bonjour à tous. Oui, alors effectivement, c'est une bonne approche. Ce qu'on a essayé, pour nous, une des réponses à cette question, c'est la diversité des instruments qui sont mis à la disposition à la fois des chercheurs et des entreprises, de façon à diversifier. Les cas ne sont jamais exactement les mêmes, donc il faut avoir une panoplie d'instruments. Je vais vous rappeler rapidement ces instruments. Donc on a les projets de recherche collaboratifs public-privé avec une entreprise de l'appel à projet générique. C'est des projets qui sont sur 4 ans, qui concernent tous les types d'entreprises qui peuvent être candidats. Les budgets, c'est de l'ordre, en moyenne, c'est 5 à 600 kilos euros, mais ça peut varier en allant jusqu'au million. 150 kilos euros pour 150 à 200 kilos euros pour les entreprises. En 2022, nous avons financé 152 projets pour un budget de 80 millions d'euros. Deuxième instrument qui est un peu plus spécifique, particulier, c'est l'appel Astrid Maturation. C'est des projets un petit peu sur le même format que les PRCE, mais c'est essentiellement financé par l'Agence Innovation Défense. On finance peu de projets par an, c'est 7 projets par an pour des budgets qui sont à peu près équivalents à ce que je vous ai dit pour les PRCE. Nous avons ensuite les chaires industrielles. Vous connaissez le principe des chaires, donc il y a un aspect formation et un aspect de thématique de recherche partenariale. Normalement, dans le texte de l'appel, ça concerne toutes les entreprises, mais il y a un prérequis qui est important, c'est que le financement, c'est 50% de l'ANR, 50% d'entreprises, sachant que le ticket d'entrée est à 600 kg € jusqu'à 1,2 million. Évidemment, toutes les entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de s'intéresser à ce type d'instrument. Dernier instrument dont je voulais vous parler là, puis je vais vous parler des perspectives ensuite.
Les LabCom, donc projet à long terme, sur le papier, c'est 5 ans. L'objectif en termes de vision, c'est plutôt que cette collaboration se poursuive au-delà du projet LabCom sur une période d'environ une dizaine d'années. L'idée, c'est d'avoir une collaboration longue et assez pérenne. Là, pour le coup, ça concerne effectivement seulement les TPE, les PME et les ETI. 350 kg € qui sont affectés, alloués aux partenaires publics. Et puis, l'entreprise contribue par elle-même, participe évidemment à l'ensemble du LabCom en finançant sa propre partie. En 2022, 20 projets pour un budget de 7,1 millions d'euros. Alors, quelles sont les perspectives dans les années à venir? Ça, c'est l'état des lieux. Dans notre objectif de contrat d'objectif, dans le contrat d'objectif et performance de l'ANR, l'idée pour le moment, c'est de ne pas multiplier les instruments à disposition. On a déjà pas mal d'instruments, mais plutôt d'augmenter le nombre de projets financés dans chacun de ces instruments. Dans notre contrat, d'ici 2025, entre 2021 et 2025, l'objectif serait d'augmenter de 75% le nombre de projets financés. Alors, pour les PRCE, on a déjà avancé, même si on a des soucis, je pourrais revenir dessus. On est passé de 114 projets à 2020 à 152 en 2022, et merci à la LPR qui a permis d'arriver à ce résultat. Par contre, pour les LACOM et les chaires industrielles, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous n'avons pas assez de projets déposés. Cette année, le taux de succès des chaires industrielles, c'était 50%. Pour les LACOM, c'est 33%. Les comités ont financé tous les projets qui méritaient de l'être. Donc là, on a un souci pour avoir plus de projets, c'est qu'il nous manque des candidats. Donc c'est vraiment un problème majeur. Donc l'orientation sur laquelle on se dirige aujourd'hui, c'est de modifier, d'insister sur la communication. Je rappelle l'événement majeur de communication de l'ANR, qui est l'ANR Tour, qui a lieu en septembre, avec des webinaires spécifiques suivant la nature des appels à projets. Donc il y a des webinaires spécifiques sur la recherche partenariale public-privé. Comme aujourd'hui, c'est des webinaires qui sont enregistrés, qui sont disponibles toute l'année, qui sont disponibles sur le site de l'ANR, avec des points contact, des gens que vous pouvez contacter pour pouvoir effectivement vous renseigner sur les appels à venir, sur la façon dont on monte les projets, etc. Deuxième événement de communication qu'on va avoir en 2023, c'est qu'on crée à l'automne 2023 un événement sur les 10 ans des LabCom de l'ANR. Donc en novembre à peu près, la date n'est pas tout à fait fixée, mais en novembre 2023, il y aura un appel. Et puis, en ce qui concerne cette communication, on est bien conscient que cette communication s'adresse prioritairement, la façon dont l'ANR Tour est organisée, s'adresse plutôt aux partenaires académiques. Et c'est souvent dans les projets de recherche partenariale, l'impression que l'on a en tout cas, c'est que c'est plutôt les partenaires académiques qui cherchent des partenaires industriels et qui vont monter un projet. On aimerait que la communication fonctionne aussi directement vers les entreprises et qu'on se retrouve maintenant avec des gens qui veulent monter un projet mais qui sont plutôt issus de l'entreprise et qui identifient des partenaires académiques. J'ai l'impression que l'on a, c'est qu'on a un déficit de ce côté-là, ça permettrait peut-être d'augmenter le nombre de projets déposés. Et pour terminer, les TRL de nos instruments, c'est entre 0 et 4, on va jusqu'à 6 un maximum. Évidemment, il y a la réflexion, comment faciliter le continuum vers des TRL plus élevés. On a un partenariat aujourd'hui qui est actif aujourd'hui avec BPI. Il faut renouveler ce partenariat et on a en réflexion de mettre un dispositif cofinancé d'ailleurs par les deux structures qui permettrait d'orienter des projets de recherche relativement fondamentaux mais qui ont un intérêt translationnel ou d'innovation et donc d'essayer de les accompagner vers l'innovation. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Parfait, merci Monsieur Dunon-Bluteau. Vous parlez de BPI France, la transition est toute trouvée pour vous passer la parole, Madame Raymond. Donc vous êtes directrice, je le rappelle, de l'expertise et des programmes de la Banque publique d'investissement. Bon, finalement, qu'est-ce qu'elle apporte cette relation publique-privée aux laboratoires et aux entreprises qui la pratiquent, si j'ose dire? Quelle est la plus-value de cette relation-là privilégiée et c'est quoi le rôle de BPI France là-dedans? Pourquoi vous soutenez cette démarche? Alors, bonjour à tous. Sophie Raymond, donc je m'occupe de la direction de l'expertise. Je suis rattachée à la direction de l'innovation et mon périmètre, ce sont les appels à projets gérés au niveau national par rapport à l'ensemble de mes collègues au niveau régional qui gèrent au fil de l'eau les aides et les appels à projets territoriaux. Juste pour vous dire, effectivement, BPI France, on soutient depuis longtemps les projets partenariaux, les projets collaboratifs. Aujourd'hui, quasiment tous les appels à projets qui passent au niveau national sont à la fois ouverts aux projets monopartenaires et aux projets collaboratifs,
Alors qu'avant, on avait un schéma où on avait nos projets PSPC et puis le FUI. C'était les deux types d'appels à projets qui conduisaient à des projets collaboratifs. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Je ne pourrais pas vous sortir les chiffres comme mon collègue. On a au niveau national, à mon niveau, à peu près en 2022, 1,6 milliard, je pense, d'aides. Je ne peux pas vous dire la proportion entre les collaboratifs et les monopartenaires, mais c'est à peu près le volume qui passera chez moi cette année, en plus de mes collègues. Pourquoi soutenir l'innovation collaborative et quel est l'intérêt? Parce que c'est quand même des projets qui sont plus compliqués à monter, plus compliqués à instruire et plus compliqués à suivre. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? C'est un peu la question qu'on s'était posée. Et on a essayé de faire une évaluation. On a fait 2 évaluations, en fait, avant la période Covid, pour être honnête, et avant France 2030. Une faite sur l'ensemble des aides à l'innovation de BPI-France, et puis une autre qui était spécifique sur nos programmes PSPC. Alors, c'est pour ça que j'ai pris mes anti-sèches, parce que, pour avoir mes chiffres. Donc sur la première étude qui était sur l'ensemble des aides à l'innovation, on avait vu au regard des retours des entreprises que les programmes où il y avait un effet multiplicateur le plus important étaient les programmes collaboratifs. Donc là où à 1 euro d'argent public, vous avez un maximum, un effet multiplicateur qui était de 2-3. Voilà, sur les projets collaboratifs, alors qu'il était plus faible sur les autres projets. Et puis, on avait interrogé les entreprises et elles nous disaient aussi à quasiment 80% qu'elles n'auraient pas pu financer le projet sans l'aide. Vous savez que souvent, quand on interroge l'entreprise, elle l'aurait fait plus lentement ou autre. Là, on a un taux de 80% qui est important, en fait. Elle n'aurait pas pu trouver un financement alternatif ou réaliser le projet sans l'aide. Donc ça milite pour dire qu'en fait, les projets collaboratifs, globalement, en général, ils sont effectivement plus risqués. Ils conduisent à un effet multiplicateur plus important. Donc l'effet incitatif de l'aide, qui est quand même recherché quand on met en œuvre des aides pour le compte de l'État, il est important dans ces projets-là. Et le rôle public d'aide, il est justifié. Donc il faut continuer à les financer, même si, quand on regarde les remboursements de nos avances récupérables, par exemple, dans ces projets, ils sont plus faibles qu'ailleurs. En fait, ça, en termes de succès, c'est plus faible qu'ailleurs. L'autre point, donc, on avait essayé d'évaluer, alors là c'était une évaluation externe qui avait été menée uniquement sur les programmes PSPC, avec la difficulté que les programmes PSPC, c'est souvent des projets longs, mais comme toujours ces projets collaboratifs, parce qu'ils sont en lien avec ils partent en général de TRL un peu plus amont que d'autres projets qu'on peut avoir, donc plutôt TRL 4, nous effectivement, mais ils durent assez longtemps et ils prennent en plus souvent du retard. Donc on avait essayé de demander aux entreprises ce que ça leur avait apporté. Et donc 70% des entreprises nous avaient répondu que ça leur avait permis d'ouvrir des champs de R&D qu'elles n'auraient pas travaillé autrement. Donc c'est des compétences qu'on n'a pas en interne, qu'on va aller, sur lesquelles on va s'ouvrir en travaillant de façon collaborative. 76 ont souligné aussi l'effet consortium, c'est-à-dire la capacité à aller plus loin à plusieurs, alors que tout seul, ils n'auraient pas pu le faire. Et puis du point de vue labo, parce qu'en fait, il y a aussi un intérêt du côté des labos, 83% nous avaient dit que ça leur avait ouvert des possibilités de collaboration avec des partenaires industriels nouvelles et qui en fait perduraient souvent après le projet. Et 61% nous avaient répondu que finalement, ça leur avait permis d'ouvrir des champs de recherche sur lesquels ils n'étaient pas initialement. Donc, vous voyez, un intérêt aussi du point de vue des labos. Voilà, donc même si, à première vue, quand on regarde le taux de succès, et qu'on mesure le taux de succès au regard des remboursements d'avances récupérables, finalement, les projets collaboratifs ne sont pas les meilleurs élèves, honnêtement. Ces différentes évaluations nous avait conduit à dire effectivement qu'il fallait continuer, que c'était là que le rôle incitatif public était plus important et que par ailleurs il y avait un impact et un effet positif qui se mesure peut-être différemment que le remboursement des avances récupérables, mais qui était positif. Très bien, merci pour cet éclairage. Philippe Véron, là on parle de recherche partenariale, mais bon, avant toute chose, avant de parler de R&D collaborative et même de partenariat, il faut déjà créer les conditions de cette rencontre. Quels sont selon vous les points clés sur lesquels il faut s'appuyer pour bâtir cette relation ? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, il faut créer les conditions de la rencontre et il faut surtout transformer cette rencontre en succès et en projet collaboratif. La première chose qu'on peut dire, c'est que
public-privé. On entend souvent parler de cette relation public-privé. Culturellement, les deux mondes sont relativement éloignés. Pour plusieurs raisons, des raisons historiques, des raisons qui sont liées aux pratiques et aux enjeux aussi, hein, des uns et des autres qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, j'ai noté 3 points en fait qui, à mon sens, sont importants pour créer à la fois les conditions et puis pour transformer ces rencontres en succès. Le premier point extrêmement important à mon avis, c'est justement l'amorçage, la capacité à pouvoir amorcer des relations et des rencontres et les construire. Force est de constater que l'écosystème, on va dire, de R&D et d'innovation français est très riche. Hein, on parle souvent du millefeuille. C'est pas du point de vue des entreprises, évidemment. Ça rajoute une difficulté pour pouvoir rentrer en relation avec la bonne personne ou le bon laboratoire ou le bon système. Les entreprises ont aussi de plus en plus, on le constate à travers les projets qu'on mène hein, dans les différents instituts Carnot, de plus en plus des besoins qui sont pluridisciplinaires, pluritechnologiques. Et ça veut dire que ce n'est pas un seul interlocuteur qui peut répondre aux besoins complexes, il faut qu'elles aillent en chercher plusieurs. Alors ça, c'est quelque chose que globalement les grandes entreprises peuvent probablement faire parce qu'elles ont des capacités pour ça. C'est quelque chose que les PME, TPE, start-up peuvent beaucoup moins facilement faire. Hein. Donc il y a un vrai sujet, à mon sens, hein, d'animer cet écosystème et de créer les synergies entre nos différents dispositifs. Hein. Je pense au pôle de compétitivité, je pense au CRT, je pense à un certain nombre de dispositifs hein, qui doivent, les clusters d'entreprises, etc., qui doivent se rapprocher pour pouvoir faciliter le travail de mise en relation. Après, dans les difficultés, il y a potentiellement côté laboratoire de recherche, tous les laboratoires de recherche n'ont pas forcément cette capacité à répondre à des besoins industriels, à travailler en mode projet, à s'approprier des enjeux industriels, hein, parce que c'est de ça dont on parle. Et puis, côté entreprise, la difficulté, c'est aussi pour un certain nombre d'entre elles, qu'elles n'ont pas la connaissance de ce que peut leur apporter une relation, de la recherche partenariale. Elles n'ont pas forcément conscience qu'elles vont trouver là le meilleur niveau de la recherche académique et technologique et sur lesquelles elles pourraient s'appuyer. Donc ça, c'est vraiment un premier chapitre. Le deuxième chapitre, on en a un petit peu parlé juste avant hein, avec BPI. Hein. Je pense que le deuxième point important, évidemment, après, une fois qu'on a discuter et qu'on a un sujet, il y a la question du financement, évidemment, hein, qui est un vrai sujet. Hein, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, la multiplicité des guichets, des aides, des dispositifs n'est pas toujours aussi facile, notamment pour des plus petites entreprises, parce qu'il faut être capable de les mettre en œuvre, de les utiliser, hein, et c'est une difficulté. Et puis le troisième point, c'est la question de la contractualisation et de l'API. On constate quand même que dans un certain nombre de cas, c'est déjà compliqué de signer un NDA, déjà. Ça peut prendre du temps. Et les échelles de temps entre nos établissements publics et puis le monde de l'entreprise ne sont pas forcément compatibles. Et puis, il y a la question des négociations, de la contractualisation, qui parfois, là aussi, hein, peuvent faire qu'on rentre dans une... Malgré la bonne volonté, on rentre dans une logique qui fait qu'on n'est plus aligné avec les enjeux, les échéances du monde industriel. Donc voilà un petit peu les 3 points principaux hein, qui font que si on arrive à les mener à bien, normalement, on doit pouvoir développer des relations plus facilement et de qualité. Merci, Monsieur Véron. Christophe Deraille, la recherche partenariale passe aussi par une forme d'acculturation, de sensibilisation aux chercheurs et de culture de l'innovation.
Quelles sont les actions que le réseau Curie met en place pour promouvoir et accompagner cette recherche partenariale ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi juste de donner quelques chiffres avant pour caractériser le réseau Curie, qui est une association qui existe depuis 30 ans. Je pense que quand elle a été créée, on s'est dit on en a besoin pour 5-6 ans et puis tout ça sera très clair. Et en fait, continue d'exister. Et aujourd'hui, je vous informe qu'on devrait normalement signer notre 200e adhérent, ce qui veut dire que de plus en plus de personnes viennent au réseau Curie pour profiter effectivement de la communauté des valorisateurs. Les valorisateurs, c'est la communauté qu'anime le réseau Curie. Il y en a à peu près 3000 en France, ou peut-être un petit peu plus. Ce sont des gens qui sont effectivement au service des chercheurs, au service des structures pour les contrats, vous en parliez, Monsieur Véron, pour la gestion de l'API, etc., etc. Et le réseau Curie, aujourd'hui, il anime, il forme et il challenge cet écosystème. Ces gens-là ont des questions quotidiennes, ont des questions qui parfois sont complexes, et le réseau Curie leur offre en fait un endroit où ils peuvent échanger sans tabou, où ils peuvent échanger les bonnes pratiques, échanger les solutions pour aller plus vite à chaque fois, pour la contractualisation, régler le problème de propriété intellectuelle, etc., etc. Et pour cela, le réseau met en place différentes actions tout au long de l'année. C'est des services, c'est de la formation, c'est des événements. Et les événements du réseau Curie ne se sont jamais démentis et sont toujours de plus en plus prisés. Alors, comment est organisé le réseau Curie ? À l'intérieur du réseau, donc, on a, on va dire, une cellule de permanents. On est entre 5 et 7 avec une directrice générale depuis une dizaine d'années. On offre les services. On a, on va dire, l'événement emblématique, c'est le congrès annuel. 620 inscrits l'année dernière. Alors je sais qu'on sortait d'une période difficile, mais ça en dit long. Et comment est organisé le congrès ? Il y a des plénières où on fait venir les décideurs pour justement avoir les informations sur les évolutions de la loi, etc. Et puis les évolutions de la politique et de la stratégie de la France. Plan France 2030 par exemple, c'est important de le présenter aux valorisateurs. Et puis des ateliers où on va effectivement débattre à bâton rompu sur X ou X points et X problèmes. Et les missions de Curie sont finalement, en se disant que la recherche publique est notre avenir, que la valorisation est là pour l'aider et pour aider à construire, le réseau Curie est juste là comme facilitateur de la vie de ses membres. Et donc au sein de ce réseau et au sein des commissions, on va trouver des services. Alors, je vais rebondir sur des mots que j'ai entendus, parce qu'en fait, les commissions à l'intérieur de Curie, c'est quoi ? Une commission juriste, justement pour essayer de savoir si on ne peut pas avoir des trames plus simplifiées de contrats, enfin, j'en passe et des meilleurs. Une commission SHS, M. Véron parlait de pluridisciplinarité, on est sur la même longueur d'onde, donc il faut effectivement que le domaine des SHS soit acculturé. On a fait une commission SHS, on a une commission innovation en santé, on a une commission entrepreneuriat, on parle des 500 startups deep tech, et l'entrepreneuriat au sortir de la recherche publique est effectivement un sujet, hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc on a créé effectivement une commission entrepreneuriat et une commission intelligence économique. Et les membres peuvent effectivement interroger ces commissions qui vont, on va dire, réunir des experts, rédiger des notes, et ça c'est à l'ensemble du réseau et les gens qui sont à l'intérieur du réseau. Alors, on a aussi, bien évidemment, le réseau Curie, et je l'ai souhaité en prenant la présidence de Curie, veut être force de proposition sur, on va dire, la politique à mener en termes d'innovation. Et il y a un sujet qui nous tient à cœur, c'est que je pense que la prise en compte de la mission de valorisation dans l'évaluation des chercheurs est un point sensible encore en 2022. Il ne suffit pas de dire un brevet égale une publication et c'est bon, on les évalue comme ça. Non, aujourd'hui, je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire que l'innovation, c'est un travail en soi. Vous parliez tout à l'heure, et Dominique parlait de l'appel à projet LabCom avec des PME. Je pense qu'un enseignant-chercheur ou un chercheur qui va travailler avec une PME, c'est un choix, mais ce n'est pas forcément pris en compte derrière, et donc c'est un vrai sujet.
un chercheur qui va aller faire de la maturation avec un ingénieur de maturation, qui va faire de la prématuration et qui va potentiellement accompagner jusqu'à la start-up. Je ne veux pas dire qu'il ne fait pas le même métier qu'un chercheur qui est fondamental et qui reste à la paillasse. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, je pense que c'est mal évalué, mal calibré dans la carrière des chercheurs. Et donc là, il y a un petit sujet et on fait des notes dans Curie sur ces sujets-là. Bon, ça c'est un exemple. On a aussi proposé des mécanismes, par exemple, de thèse entrepreneuriale pour essayer justement d'avoir un petit peu plus de choses sur ces sujets-là. C'est aussi une enquête annuelle sur les indicateurs de Valo. On a 200 membres, on leur fait remonter leurs indicateurs sur chiffre d'affaires, contrat, nombre de brevets. Ça permet de consolider un petit peu ce qui se passe et de voir. Voilà. Alors, je ne vais pas aller guère plus loin, mais juste, je vais citer deux projets qu'on a mis en place ces dernières années. C'est Getting Lab. On parlait tout à l'heure de la relation entre les chercheurs et le monde socio-économique. Getting Lab, c'est un projet qui permet, on va dire, il y a deux cliquets. Il y a Click and Collab. L'industriel soumet une demande au réseau qui assure le contact avec nos valorisateurs et on retourne vers l'industriel, on lui propose une solution. Et il y a Meet and Collab. Là, c'est carrément en organisant rendez-vous sur une demi-journée. L'industriel présente sa feuille de route techno et on essaye de voir avec lui s'il n'y a pas la place pour tel ou tel mécanisme. Alors, on va peut-être lui dire, tu sais, voilà, il y a l'appel à projet Labcom, etc., etc. Il y a les Carnot. Voilà, on va essayer de faire ce lien-là. Et ça, je pense que c'est le cœur de métier de Curie. Je terminerai juste, s'il me reste encore 2 secondes. Allez-y. On va parler des PUI bientôt. Pôle universitaire d'innovation. Dans l'actualité. C'est dans l'actualité. Pour moi, le réseau Curie a un rôle à jouer, notamment dans la détection des besoins qui seraient les besoins de chacun et de tous, finalement. Et il y en aura des besoins dont tout le monde a besoin. Le réseau Curie est candidat pour détecter ces besoins communs et proposer des formations, des actions spécifiques pour l'ensemble des acteurs des PUI. Ça évite de les faire site sur site. Et donc là, Curie se porte effectivement candidat sur son expertise et son habitude de faire tout ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Deraille. Vous évoquiez rapidement la propriété intellectuelle, Jean-Luc Bella. L'API, bon, évidemment, c'est un enjeu au cœur de la relation partenariale. Comment on fait? Comment ça se pilote, l'API, dans une relation partenariale? Parce que ça peut poser quelques difficultés. Comment on fait? Comment on s'y prend? Au sein des pôles de compétitivité, donc, il y en a 54 en France depuis 2005, qui rassemblent 20 000 entreprises innovantes. Et donc, il y a une pratique de plus de 15 ans de cette R&D collaborative. Donc, des processus, des chartes sont clairement mises en place pour que les choses se passent bien. Et globalement, je dirais qu'entre les partenaires industriels, j'entends pas beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup plus de problèmes d'interaction entre le monde industriel et le monde académique. Mais ça, on n'aura pas assez d'une journée pour en débattre. Donc, voilà, les choses sont clairement mises en place. Ce qui est important dans l'API, c'est de la mettre là où elle a de la valeur. Et elle a de la valeur dans les entreprises pour l'exploitation directe. Ça, c'est une chose qui n'est pas bien comprise en France, mais c'est là qui... Donc, quand les partenaires, en fait, brevettent les champs qui sont dans leur champ de compétences. Et ce qui est... Parce qu'on se posait la question, quelle est la valeur de la recherche collaborative sur le fond? La valeur, c'est qu'il faut lever la tête de ce qu'on fait. Il faut regarder autour de nous. Et qu'est-ce qu'on voit autour de nous? On voit le champ de la mobilité qui se transforme, l'énergie, l'agriculture. Il n'y a pas un segment qui est disrupté actuellement, qui peut être innové par un seul acteur. Là, je prends l'exemple de la mobilité parce que j'aime bien. Demain, on va passer à des voitures électriques qui vont être en plus autonomes. Donc, il y aura factuellement moins de voitures, même si ce n'est pas agréable à entendre pour les fabricants de voitures, qui va devenir un service. Et donc, la mobilité, ce seront des industriels de l'automobile, bien sûr, mais des industriels des équipements de ces véhicules, des individuels des infrastructures, des gens dans la couche numérique. Et donc, c'est le collaboratif qui va créer la valeur. Et dans tous les pays forts, en termes d'innovation, ils ont développé des écosystèmes puissants. Je ne vais pas refaire la liste ici, elle est archi connue, parce que justement, c'est cette interaction dans l'innovation qui fait de la valeur. Donc, c'est un des objets de la création des pôles, et la raison pour laquelle les pôles
ont été très performants dans le temps. Je le rappelle, 20 000 entreprises innovantes qui sont dans les pôles. Donc, on parlait du millefeuille, donc là on va rajouter une couche avec les PUI. Les pôles universitaires, et c'est un appel ici aux universités dans votre démarche, puisque vous devez construire un peu des panoramas d'entreprises innovantes, vous allez gagner du temps, allez voir les pôles, elles sont là les entreprises innovantes, et donc il faut travailler ensemble sur ces sujets. Mais fondamentalement, c'est ça la valeur de la recherche collaborative, et en plus, comme ça a été très bien dit, l'incitation de financement public, elle est très performante parce que justement, il y a ce partage. C'est un peu comme les investissements, les VC, on distribue les choses. Et alors, tout ne va pas jusqu'au bout parce que de toute façon, il y a des... Mais par contre, la transformation, l'accompagnement est vraiment là. Et donc, je reviens à la question sur la propriété intellectuelle. Là, dans ces mécanismes-là, on met la propriété intellectuelle dans les entreprises. Elles ont dans l'exploitation directe, qu'elles soient toutes petites, des jeunes startups, que ce soit des PME ou des grands groupes. Des propriétés intellectuelles partagées, ça vaut rien. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui prend le risque, etc. Des propriétés intellectuelles qui sont captées dans des petits portefeuilles isolés qui n'ont pas le poids, parce que c'est un combat de sumo, la propriété intellectuelle, ça vaut rien non plus. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner, la mettre là où il y a l'exploitation directe. Après, il peut y avoir une exploitation indirecte pour valoriser ces choses-là, mais là, c'est un autre game, c'est-à-dire c'est une autre dimension. Hein, et donc, il faut... voilà, c'est des enjeux d'accords croisés, etc. Là, il y a très peu de joueurs. Et tous ceux qui sont tout petits n'existent pas. Très bien. Merci Jean-Luc pour cet éclairage également. Madame Spanagel, alors... bon, on le sait, on l'a dit, le niveau de connaissance en matière de pays, en France notamment, est très variable selon les acteurs. Les grands groupes sont assez outillés, donc ça marche plutôt bien. Pour les startups, c'est pas tout à fait la même chose. On en parlera d'ailleurs lors de la seconde table ronde avec des exemples bien concrets. Quel est le rôle de l'INPI dans cette optique ? Très concrètement, comment procédez-vous pour rééquilibrer les rapports de force entre le petit et le gros ? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, donc je vais repartir effectivement du constat en indiquant qu'il y a quand même eu une amélioration depuis de nombreuses années. Donc les politiques publiques successives ont mis en place donc un écosystème de soutien aux acteurs de la recherche que vous connaissez tous. Mise en place des pôles de compétitivité, des SAT, PIA, IRT, l'ABEX, j'en passe, et des meilleurs, et un tout nouveau donc PUI. Donc tout ceci a conduit donc d'abord à une professionnalisation progressive des fonctions propriété industrielle, notamment effectivement à l'instar des SAT et des IRT, à laquelle l'INPI a modestement contribué via le CAPI que nous avons co-conçu donc avec le réseau Curie, et nous allons refaire un CAPI encore plus performant, si j'ose dire, dans la signature que nous projetons juste après la table ronde. En parallèle, les organismes de recherche publics ont aussi consolidé leur gestion propriété industrielle, de même que les grands groupes, vous le disiez à l'instant, grands groupes privés qui ont développé des compétences, des fonctions expertes en interne. Et certains acteurs sont restés un petit peu donc en dehors, sans compétences tout au moins spécialisées en interne, tels que les startups, les PMI, quelques ETI et quelques structures à l'interface. Les pôles de compétitivité se sont largement renforcés en propriété industrielle, même s'ils n'étaient pas dans cette optique au départ quand ils ont été créés. C'était pas le premier objet de création. Et puis les centres techniques aussi, donc co-acteurs des développements sur les derniers niveaux de TRL, effectivement, qui n'ont pas de compétences ni de stratégie pays intégrée, si j'ose dire. Donc effectivement, vous le disiez, les startups et les PMI ou PME sans compétences PPI embarquées. Donc ce constat donc, de recherche partenariale réalisé entre acteurs de culture pays inégale. Que fait l'INPI ? Comment se positionne l'INPI pour consolider les pratiques pays des acteurs les moins professionnalisés dans cette chaîne de création de valeur et ainsi faciliter la gestion des enjeux de la R&D partenariale? Nous déployons des outils d'accompagnement pour répondre à ces besoins qui vont de la prise de conscience de la propriété intellectuelle jusqu'à l'élaboration d'une stratégie à déployer en lien avec des professionnels. Je citerai pour exemple donc
une prestation qui s'appelle la cartographie, qui permet effectivement d'identifier des synergies entre acteurs. Il y a d'autres effectivement prestations que celle-ci. Je ne vais pas forcément vous les détailler ici là, mais ces démarches donc en fait servent à l'ensemble des acteurs économiques, car les grands groupes n'ont pas forcément intérêt de négocier et de discuter avec des PME ou avec des startups qui n'y connaissent rien. Il faut un équilibrage pour pouvoir négocier et un équilibre à avoir en matière de propriété industrielle. Donc je dirais que pour l'INPI, la façon de rééquilibrer et donc de renforcer les plus faibles qui deviennent ensuite des atouts et des partenaires fondamentaux pour les plus grands. Donc au travers de sensibilisation et formation, donc inscrite au code de l'API notamment. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Dunon-Bluteau, je me retourne vers vous pour votre deuxième tour de parole. Bon, vous avez détaillé tout à l'heure les différents outils mis en place par l'ANR pour encourager la recherche collaborative. Mais bon, il existe un certain nombre de dispositifs d'accompagnement tournés non pas uniquement vers la recherche partenariale, mais aussi vers l'innovation et le transfert, financé d'ailleurs ou cofinancé par l'ANR. On a parlé des Carnot, il y a les SAT évidemment, les IRT ou même les ITE. On vient d'en parler à l'instant, mais comment ces différents dispositifs interagissent entre eux et en quoi ce fameux nouvel appel à projet sur les PUI lancé tout récemment va-t-il contribuer à mettre tout ça en réseau et renforcer les synergies ? Vaste programme. Vaste programme, à mon avis pas tout à fait abouti encore, on va le dire comme ça. Donc effectivement, l'appel a été lancé il y a quelques jours. Je vais revenir un petit peu sur le contenu de l'appel, puisqu'effectivement c'est l'ANR qui va gérer cet appel. Je voudrais commencer quand même par revenir effectivement les dispositifs d'accompagnement qu'on finance ou qu'on cofinance, les instituts Carnot, donc à côté de moi, donc il n'y a pas de souci. Là encore, montrer aussi la dynamique de ces dernières années. 62 millions d'euros en 2020, 107 millions d'euros en 2023, et cela devrait continuer dans cette perspective dans les années qui viennent. Un nouvel appel, et ça c'est intéressant, qui devrait être lancé pour identifier de nouveaux Carnot en 2024, normalement, à la fin 2024 a priori. Nous cofinançons également les SAT, les IRT, les ITE via France 2030, via les investissements d'avenir, anciennement les investissements d'avenir via France 2030. Donc voilà, nous, les types de dispositifs que je connais, moi, en tant que financeur, bien sûr. Et en termes d'interaction, j'ai juste cité un seul exemple. C'est en ce qui concerne les Carnot. Les Carnot revendiquent un nombre de brevets déposés important, puisque je crois qu'en 2019, on était à 138, donc c'est quand même très important. Mais une bonne partie de ces brevets sont valorisés par les SAT. 1138. Et un bon nombre d'entre eux sont valorisés par les SAT. Donc tout ça appartient en fait. Il y a plusieurs dispositifs qui vont utiliser les mêmes chiffres ou les mêmes brevets. Donc effectivement, il y a des interactions. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un millefeuille, mais c'est un millefeuille qui les feuilles interagissent les unes avec les autres. Et c'est un peu l'origine, pour moi, l'origine de la réflexion de l'État sur la nécessité d'envisager, de mettre en synergie l'ensemble de ces dispositifs qui a abouti aujourd'hui à ce qu'on appelle les pôles universitaires d'innovation. Donc c'est vraiment pour envisager ces dispositifs, ces synergies. Juste quelques chiffres, ou du moins quelques éléments sur les objectifs. Donc l'idée, c'est d'arriver à obtenir sur le territoire 25 PUI, sachant qu'il y a déjà une première expérience, vous le savez certainement, qu'il y a 5 PUI qui ont été préfigurés. Et c'est aussi sur la base de ces 5 PUI que la réflexion s'est bâtie, j'étais pas dedans pour être honnête, mais que s'est bâtie pour arriver à cet appel. Donc l'objectif, c'est effectivement, en mettant l'ensemble de dispositifs, pas uniquement ceux que j'ai cités, mais par exemple ceux que vous représentez les uns les autres, également les incubateurs, les technopoles, les ARI, les pôles de compétitivité, on le disait, les CCI, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un établissement public ou 2 établissements publics, les structures d'aide au transfert de l'innovation sur un site donné au niveau géographique, donc une cohésion géographique, et de mettre tout ça en réseau. Pas de création de nouvelles structures juridiques, de façon à ne pas rajouter une feuille, même si ça va être compliqué à expliquer. Augmenter l'efficacité, donc l'idée c'est d'augmenter l'efficacité des actions de soutien à l'innovation et favoriser la création de start-up deep tech. Donc l'appel, comme vous le savez, est ouvert depuis quelques jours. C'est un appel en 2 étapes. Je rappelle que la clôture de dépôt des projets pour la première étape, c'est le 20 janvier 2023, donc c'est demain.
Donc il faut déjà être en cours, en construire les PUI. Cette première étape, donc c'est une étape de qualification qui permet l'obtention de 200 kg qui devrait permettre de commencer à préfigurer le PUI et permettre la préparation du dossier de deuxième étape qui va être plus conséquent et qui va comprendre à la fois le fonctionnement du PUI et également un plan d'action du PUI qui va fédérer l'ensemble des structures qui vont être associées. Je terminerai en disant simplement que cet appel associe l'ANR, BPI France, le SGPI et le MESR, avec des financements alloués qui s'élèveront au maximum à 160 millions d'euros. Donc il y a quand même un minimum de fonds pour faire des choses intéressantes, de dimensions intéressantes. Et ces fonds sont issus à la fois de la LPR et de France 2030. Voilà, je m'arrêterai sur ce point. On en reparlera sans doute après. Merci, monsieur Dunon-Bluteau. Sophie Raymond, tout à l'heure, vous êtes revenu sur l'importance de la recherche collaborative pour les acteurs concernés. Philippe Véron en a parlé tout à l'heure. Il existe quand même pas mal de freins inhérents à cette relation partenariale. Comment on fait pour la dérisquer, pour débugger tous les problèmes ? Alors, donc je vais effectivement reprendre sur ces sujets. J'avais souligné l'intérêt de la recherche collaborative. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que malgré tout, en face de projets plus compliqués à monter, il y a aussi des taux d'aide qui sont plus importants. C'est aussi une façon de reconnaître le caractère en général plus risqué et plus compliqué de ces projets. De la même façon qu'on avait fait notre évaluation sur les PSPC, à la fois le retour d'expérience qu'on a en interne et cette évaluation externe, on avait demandé aux porteurs de projets quels avaient été les risques majeurs identifiés, les causes majeures d'aléas pour suspendre un projet, enfin l'arrêter ou nécessiter de le réorienter, etc. Et le principal risque, en fait, c'est le risque organisationnel. Donc on insiste et on travaille avec les porteurs de projets qui viennent nous voir très tôt dans l'instruction pour savoir quelle gouvernance va être mise en place dans le projet, comment les acteurs vont interagir entre eux. En général, l'aspect technologique, il est bien vu. Qui intervient, comment, sur quelle phase, ça, chacun l'a bien pensé. En revanche, l'aspect propriété intellectuelle, effectivement, vient tout de suite. Mais aussi l'aspect marché, comment on va aller vers le marché, comment on va faire le partage des retombées économiques. C'est des choses à réfléchir dès le début. Et en fait, si elles ne sont pas réfléchies suffisamment tôt, c'est des choses qui ensuite vont prendre du temps. Nous, avant de commencer à verser les aides, on demande que l'accord de consortium ait été signé entre les acteurs du projet. Et ça, il faut y réfléchir assez tôt dans le projet. Encore une fois, c'est suspensif pour l'ensemble des versements. Et en général, ce qu'on constate, c'est qu'on arrive à avancer, on décide une aide, on signe des contrats. Et le temps qu'on ait cet accord de consortium, finalement, on n'a pas fait le premier versement, qui a déjà un premier avenant à faire parce que le consortium a changé, à peu près. Donc, on insiste vraiment beaucoup. Et c'est pour ça aussi, dans l'instruction, qu'on essaye d'accompagner les porteurs de projets et qu'on regarde aussi comment est les premiers projets d'accord de consortium pour voir s'il y a un équilibre suffisant entre les différents acteurs, qu'il n'y a pas un acteur qui s'approprie l'ensemble des retombées, etc. Donc ça fait partie de nos points d'instruction. Les autres écueils identifiés rejoignent toujours le même sujet organisationnel. Sur les autres causes d'aléas, c'est assez classique dans un projet. J'allais dire que ce soit monopartenaire ou collaboratif, c'est les sujets économiques et les sujets techno. Enfin bon, voilà. Mais le premier risque pour les projets collaboratifs, c'est bien ce risque organisationnel et de gouvernance du projet. L'autre point, c'est les temporalités. Alors ça rejoint la gouvernance, mais les temporalités qui sont différentes entre une PME notamment, qui sont en général celles qui va plus vite, et les acteurs académiques. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête et réfléchir. Et il faut savoir que quand on a un projet collaboratif, le cadre du projet collaboratif, et qu'on verse l'ensemble des aides à chaque étape à tous les partenaires, quand tous les partenaires ont remis leurs états de dépenses, etc. Ça implique qu'il y ait un vrai cadre collaboratif. C'est le rôle du chef de file aussi qui est important pour que chacun avance au même rythme. Et on voit bien que si certains gros, par exemple, ont moins d'intérêt dans le projet, ne remettent pas... ça peut ralentir tout le projet. Donc on a une nécessaire synergie. Il faut faire attention à ces temporalités différentes. Donc, écueil suivant, c'est le nombre de partenaires. On insiste, et peut-être que vous l'avez vu dans certains appels à projets, il nous arrive de mettre des seuils quand l'État veut l'entendre, mais en général, nous, on préconise qu'il n'y ait pas plus de 6 partenaires et qu'ensuite les autres partenaires soient plutôt des sous-traitants.
ce qui n'est pas dégradant, mais ce qui montre l'implication variable des différents partenaires. Il faut voir que plus on a partenaires, nous, j'ai en tête un projet à 15 partenaires, encore une fois, on a tout juste signé, on est déjà à faire l'avenant, donc avant même de commencer à verser, et c'est un problème pour les acteurs académiques, par exemple, qui cherchent à embaucher des thésards, etc., tout ça ne peut pas commencer parce qu'on n'a pas versé, parce qu'on est déjà à refaire un avenant, et quand on est 15, faire un avenant, c'est compliqué. Voilà, donc le nombre de partenaires, encore une fois, ce n'est pas pour limiter la recherche collaborative, mais c'est pour rester opérationnel. Et puis, le dernier point, c'est l'importance d'avoir un vrai projet collaboratif, au sens où accoler des thématiques qui n'ont rien à voir entre elles. Alors, en général, on le sent à l'instruction, donc les 15% de bonus collaboratifs, ils ne sont pas systématiques quand on considère qu'on n'est pas vraiment face à un projet collaboratif. Et finalement, quand on a des thématiques qui n'ont rien à voir entre elles, les grouper ensemble, c'est se mettre les complications, entre guillemets, du projet collaboratif avec deux sujets qui n'avancent pas forcément au même rythme, etc. Donc, c'est pas toujours... voilà. En général, on le voit à l'instruction et on considère dans ces cas-là que c'est mieux de ne pas les faire marcher ensemble. Mais c'est les points principaux avec l'importance de ce sujet, accord de consortium, réfléchir au partage de l'API, au partage des retombées. C'est vraiment essentiel assez rapidement avant de partir dans le projet. Très bien, merci beaucoup. Philippe Véron, tout à l'heure, on a vu les freins, les écueils, le constat. Si on revient sur les structures, on parlera des pôles après, du réseau Curie ensuite, mais si on reste sur les Carnot, en quoi les instituts Carnot sont le bon vecteur pour développer cette recherche partenariale? Quels sont les atouts des Carnot? Oui, alors, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le bon vecteur, évidemment. Donc, c'est le bon vecteur. D'abord, juste un petit rappel. Voilà, non, mais tout à fait. Mais d'abord, les Carnot, ce n'est pas une structure juridique supplémentaire. Hein, c'est un label, hein, donc c'est directement les laboratoires qui sont labellisés Carnot. Alors, ça fait 17 ans maintenant hein, que ces laboratoires pratiquent la recherche partenariale, principalement, comme le disait Jean-Luc, principalement de la recherche collaborative directe, bilatérale, avec les entreprises, ce qui simplifie quand même pas mal les accords de consortium, du coup, et aussi les signatures de NDA, etc. Hein. Donc, globalement, au niveau, à l'échelle du réseau Carnot, on fait à peu près 10 000 contrats par an de recherche directe avec les entreprises. Alors, bien sûr, nos labos font aussi de la recherche collaborative subventionnée, des projets européens, etc. Hein. Ça représentait en 2020 500 millions d'euros de contrats. Et en 2021, 600. Donc vous voyez qu'il y a une vraie dynamique dans le réseau des Carnot. On espère bien que 2022 sera encore meilleur. La particularité de ces laboratoires qui se sont finalement professionnalisés grâce au label Carnot au fil des années, c'est leur capacité, d'abord leur engagement, d'accord, leur engagement à s'adresser aux entreprises, à faire l'effort d'aller vers les entreprises et de travailler avec les entreprises de toute taille. Donc il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Et la plupart des instituts ont une stratégie de développement, en particulier vers les PME, TPE et start-up. Alors bien sûr, tous les labos travaillent avec les grands groupes et on continue bien sûr à travailler avec les grands groupes et on continue à développer les relations avec les grands groupes parce qu'il y a aussi beaucoup à faire dans ce domaine-là. La force d'un laboratoire labellisé Carnot, et la force du réseau, c'est la facilité finalement du contact avec les entreprises. On est capable, à travers le réseau, en fonctionnant en réseau, un réseau qui fonctionne bien, on est capable effectivement entre guillemets, de se passer un certain nombre de contacts, parce que une entreprise avec laquelle on discute, si on n'est pas capable de lui répondre, on a une bonne connaissance de notre réseau, donc on peut l'envoyer vers notre institut, vers d'autres laboratoires, etc. Et puis la deuxième force, c'est la capacité aussi à répondre, ce que je disais tout à l'heure, à répondre globalement à un besoin d'une entreprise. Et on voit de plus en plus que pour les instituts Carnot qui sont multi-laboratoires, comme le Car Noir par exemple, il y a plusieurs laboratoires qui travaillent ensemble pour répondre à un besoin d'une entreprise, et de plus en plus plusieurs Carnot qui se mettent ensemble pour pouvoir adresser un besoin d'une entreprise. Donc ça, c'est
c'est un vrai atout. L'autre atout, c'est la capacité finalement à délivrer. Donc, nos labos se sont professionnalisés au fil du temps. Ça veut dire qu'on a mis en place des techniques de gestion de projet, de management de projet, de respect des délais, des livrables. Donc, tout ce qui finalement constitue des éléments extrêmement importants pour le partenaire industriel. Sinon, on a du mal effectivement à pouvoir s'engager sur des relations moyen-long terme avec les entreprises. On est aussi capable de plus en plus, parce que la constitution de ces labos a aussi évolué au fil du temps avec le label Carnot. On a intégré des chargés d'affaires, on a intégré des ingénieurs de recherche, etc. On est capable aussi de répondre sur des petits projets pour commencer, pas forcément une thèse de 3 ans ou rien. Donc c'est la capacité à faire des petits projets d'amorçage, de dérisquer un certain nombre de projets, de technologies, de faire des preuves de concept et ensuite de partir la plupart du temps sur une relation plutôt moyen-long terme jusqu'à des relations installées dans la durée avec des chaires, des laboratoires communs, etc. Donc, et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est que à travers le dispositif Carnot, finalement, et à travers l'abondement dont vous avez rappelé le montant tout à l'heure, les laboratoires ont la capacité à se ressourcer scientifiquement, autrement dit à préparer le coup d'après. Et la particularité, évidemment, de nos systèmes ou de nos dispositifs de ressourcement, c'est que les ressourcements, c'est les laboratoires qui pilotent leur ressourcement, mais ils le pilotent, évidemment, en adéquation avec les besoins qu'ils perçoivent du monde industriel, puisqu'ils sont en contact direct avec le monde industriel tous les jours. Donc on fait du ressourcement, mais on fait du ressourcement, j'allais dire, intelligent pour préparer le coup d'après. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce... Parfait, merci beaucoup. J'ai un peu la même question avant de passer la parole à Monsieur Deraille. Jean-Luc, même question, en quoi les pôles, donc animateurs d'écosystèmes, sont l'endroit un peu naturel pour mettre en place cette recherche partenariale ? Et qu'est-ce qu'on peut attendre de la phase 5 quand même, qui arrive dans quelques semaines là ? J'ai un peu répondu tout à l'heure en fait. Quand les pôles ont été créés, le premier objet des pôles, c'était de rassembler la R&D publique et la R&D, et la recherche académique. Donc beaucoup de progrès ont été faits, beaucoup de choses ont été mises en place ensuite. Ça reste quand même une faiblesse française, donc il faut pas baisser les bras, mais l'interaction publique-privée, elle est pas assez performante en France. Donc il faut continuer. Alors entre-temps, il a été demandé au pôle beaucoup d'autres choses, d'accompagner plus ces projets vers le marché. Donc ça a été l'objet des phases 2, des phases 3, d'intégrer des PME. Je vous ai dit tout à l'heure 20 000 entreprises innovantes et c'est très 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 impressionnant, surtout dans cette phase 4, là où il y a eu le Covid, etc. Il a fallu travailler différemment et en même temps il y avait des dynamiques. On a vu plein de start-up, des vraies start-up, pas des start-up avec un phoné, c'est-à-dire des gens qui lèvent 10, 20, 30 millions, 15, 20 personnes, 100 personnes au bout d'un an qui ont des croissances. On les a vus venir dans les pôles, ne serait-ce que par exemple dans Systématique où il y a beaucoup de choses sur le quantique. Moi j'ai vu les gens de Pasquale, de Candela, de Alison Bob, ils étaient tous les deux. Là, c'est des gens qui ont levé 50, l'autre 30 millions, ils ont 200 personnes, enfin voilà. Donc c'est vraiment l'endroit où en fait il y a ce partage. Et alors parce que je vois que le temps tourne, pour la phase 5, donc la phase 4 des pôles, donc qui est une politique nationale lancée par l'État, coordonnée avec les régions. Et je rappelle que ce qui est magnifique dans ce mécanisme, c'est que les pôles ont plus de 50% de financement privé. Donc il y a tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, c'est un élément de résilience dans le temps qui est très fort, parce qu'il y a tout le monde. Et tout le monde, je pense, il trouve sa place. Et avant de lancer la phase 5, l'État a fait une analyse sur le fond, un peu à l'instar de l'enquête qui a été présentée dans le cadre BPI. Donc il y a plus de 2000 entreprises qui ont été interrogées, qui ont montré l'attachement d'avoir un écosystème près de chez eux, dans les territoires, parce que c'est vraiment... il y a 54 pôles en France, dans tous les territoires, avec des thématiques, bien précises. Et donc, après, donc, sur la phase 4, il y a vers l'Europe. Et donc, le contenu de la phase 5, ce qui est attendu de l'État, des régions, et puis en fait des entreprises, des acteurs académiques, c'est de monter en puissance, d'amplifier encore la démarche vers l'Europe où,
pratiquement le nombre de projets ont été multipliés par 50% année après année. Donc là, il faut dire que la France est faible à l'Europe, hein, faut le rappeler. Donc là, on a fait un vrai boost. Et puis de s'intégrer sur la parole, enfin sur les attentes de l'État, s'intégrer sur les politiques de filière, ce qui est déjà les cas, et puis de se caler, comme tout le monde, dans les thématiques de France 2030. Donc juste pour finir sur la phase 5, les pôles ont posé leurs propositions. Il y a à peu près 52 propositions, enfin ou 54, je ne sais plus. Il y a les pôles sortants, plus 2 nouvelles entités. Le processus a été, enfin 2 nouvelles propositions qui ne sont pas des pôles. Il y a une interaction, il y a un jury avec les ministères, les régions, etc. qui sont en place. Normalement, la Première ministre doit faire les annonces des labellisations à la rentrée de janvier, hein, pas à la rentrée de septembre. Hein. Ça, sinon, on sait jamais. On a un petit problème opérationnel, sinon, hein, parce que les pôles sont des associations. Déjà qu'on a des trésoreries infernales, parce qu'on ne travaille qu'avec des gens qui payent en retard. Donc, si en plus on nous change la date de départ, ça va être problématique. Okay. Donc, il y a une belle dynamique qui se présente. Et on l'a vu, je vais finir là-dessus, vraiment dans la période du Covid où tout s'agitait, les modes de travail changeaient, mais en fait il y avait même des transformations. Quand il s'agit de lancer des actions France Relance, etc., l'État a vu que pour aller en contact avec les entreprises dans les territoires, bon, il y avait, je parle des entreprises de l'innovation, eh bien, ça passait par les pôles, et ça a été vu. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'après la loi PAC, comment parler des brevets, on l'a mis en place avec INPI sur les brevets. Juste pour finir, parce que je voudrais pas, il y a un message que je veux faire passer, qui est important, parce que c'est l'objet de notre table ronde. On pourrait faire un débat très long sur la valorisation des brevets, mais le premier problème qu'on a, c'est de faire des brevets. La France en fait peu en proportion, et en fait peu dans une période où les autres en font beaucoup. Donc il faut phaser les choses. Il faut d'abord faire les brevets. Qui a un nom d'inventeur, celui qui a inventé sur le brevet, qui est le brevet. Après, qui a la propriété du brevet, c'est un autre problème. Qui le valorise, c'est un troisième problème. Mais le premier truc qu'il y a à faire, et surtout dans la sphère académique, c'est faire des brevets. Et encourager, partager, etc. Et puis après, passer à ceux qui le... Voilà. Je pense que c'est le premier message à passer. Il faut vraiment mettre la multiplication sur les brevets, parce qu'on en fait autant qu'avant, mais dans un monde où les autres en font plus. Donc on descend. C'est un peu comme le PIB. On descend. Merci Jean-Luc. Disons qu'on ne monte pas, quoi, en fait. Plus positivement. Oui, c'est ça. Bon. Pour finir, Monsieur Deraille, je vous passe la parole. Vous allez signer avec l'INPI là, dans 2 minutes une convention de partenariat ou un partenariat, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Pouvez-vous en donner les grandes lignes maintenant et en quoi ça s'inscrit dans votre stratégie partenariale ? Voilà, tout simplement. 2 minutes. Vous avez dit qu'on a signé dans 2 minutes, donc j'ai 1 minute 30, c'est ça ? C'est ça, à peu près. Oui, c'est ça. Oui, alors en fait, d'abord, entre Curie et INPI, c'est quand même une histoire qui dure depuis longtemps. INPI est un sponsor historique de notre congrès annuel, mais il n'y a pas que ça. Effectivement, on va refondre le CAPI. C'est une formation qui est très prisée. Elle est vraiment très solide. Il y a besoin de la refondre. Et donc, dans cette convention, il est écrit effectivement la refonte du CAPI, avec aussi des événements sur chaque promotion, mettre en lumière le major de promo, etc. Et les gens qui auront la formation. Je pense que c'est important de le dire. On va bien sûr profiter de notre dynamisme commun avec nos réseaux pour en faire profiter nos 2 communautés, si tant est qu'elles soient très différentes, avec des communications croisées, une connaissance meilleure de nos offres de services communs, et puis mettre en place des formations, des expertises quand il y a des demandes, que ça soit très fluide. Donc ça, c'est inscrit aussi dans la convention. Un accompagnement préférentiel des stagiaires CAPI par Curie, leur offrir de venir à nos événements dans des conditions meilleures, etc. Et puis un support commun de promotion de cette collaboration. Donc voilà les points essentiels de cette convention. Et on est ravis effectivement de la signer aujourd'hui avec vous tous. Très bien, je vais donner le mot de la fin à Véronique Spanagel. Bon, on l'a vu, l'INPI accompagne les acteurs économiques au sens large, ce qui implique évidemment les acteurs de la recherche.
Comment concrètement l'INPI intervient au service de la recherche partenariale? Je sais que vous avez un réseau national, international. Voilà, concrètement, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous décrire tout ça avant de passer à la signature? Je vais vous décrire tout ça. Donc de façon, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, dans le code formation et sensibilisation, donc par les réseaux nationaux et internationaux, mise en place d'outils pays, on le rappelait avec la loi Pacte, donc notamment renforcement du brevet et autres titres de créer tels que la demande provisoire de brevet. Et tout ceci, je voudrais quand même le souligner, dans une politique de partenariat avec tous les partenaires autour de la table, que ce soit des partenariats formalisés comme avec la FPC, bientôt avec Curie et à nouveau bientôt avec AI Carnot, puisqu'on travaille sur un programme effectivement, un plan d'action. Un partenariat non formalisé, mais des relations très proches avec l'ANR, avec BPI bien sûr, et avec la FCRT, et un partenariat régalien prévu par le code. Je vois Jean-Christophe au fond de la salle. Donc Jean-Christophe, nous ne t'oublions pas, tu es à nos côtés bien sûr en force et en expertise, et je veux rappeler la complémentarité de tous ces acteurs. Que ce soit l'INPI, partenaire public sur la sensibilisation, formation, que ce soit BPI sur le financement et les conseils sur leurs actes de conseil et de procédure. Je n'oublie pas les autres, mais c'est effectivement un travail de concert, et je ne pense pas effectivement que ce soit forcément un millefeuille, il faut s'y retrouver, mais la synergie que vous disiez, c'est pas un empilement, mais c'est un enchevêtrement, je dirais un peu plus. Et alors après, certes, il faut guider pour que la personne s'y retrouve. Donc l'INPI effectivement développe et diffuse des programmes d'accompagnement et de prestations déployés par le réseau national, environ une centaine de personnes sur tout le territoire, donc au travers des capitales régionales, avec notamment aussi des conventions que l'on signe avec les conseils régionaux pour effectivement nous aider à développer nos actions, à aller vers les entreprises ou vers les entités qui ont le plus besoin de propriété industrielle pour être le plus pertinent possible. Et donc ces programmes d'accompagnement peuvent être soit des prestations donc toujours personnalisées, qui peuvent être mobilisés par les acteurs de la R&D publique ou industrielle, tels que la cartographie, donc je n'y reviens pas, tels que des programmes de formation action au service des entreprises, masterclass propriété industrielle. Nous avions monté une masterclass avec l'écrite de l'AI Carnot il y a quelques années, donc c'est un peu le précurseur, on va dire, du programme Alliance, dont on va parler très, très succinctement, et plus un témoignage sur la table ronde effectivement d'après, et des programmes pour les startups, tels que le programme Startup conçu il y a 2 à 3 ans et qui va se renouveler et être en refonte. Pour terminer sur un programme spécifique d'accompagnement, donc Alliance, Vincent un des concepteurs est dans la salle, je vous souhaiterais rappeler que ce programme est complémentaire par rapport à tout ce qui a déjà été mis en place, donc a été conçu avec les partenaires pour ne pas effectivement rajouter quelque chose, donc plus pour prendre la place sur un besoin, pour répondre à un besoin. Un programme pilote avec des retours d'expérience, et notamment sur la table ronde qui va suivre l'atelier pour effectivement sur ce programme, vers les cibles les moins préparées à la gestion des enjeux de pays, donc je n'y reviens pas, les startups, les PME, et je disais tout à l'heure, et les partenaires effectivement qui sont en accord, enfin qui se préparent à un accord de consortium, et 3 modalités d'action, donc accompagnement individuel, formation action et animation pédagogique collective sur l'encadrement des négociations. J'en terminerai par effectivement le réseau international, donc une dizaine de conseillers à travers le monde, donc qui sont chargés de la coopération internationale pour la France en matière de propriété industrielle, et ce qui nous amène à échanger de façon régulière avec les homologues européens, mais au-delà, et nous témoignons souvent auprès d'autres offices européens, mais au-delà, mais même européens, sur toutes les actions qu'on peut mener, actions de sensibilisation et programmes d'accompagnement. Nous serions un modèle en avance d'un temps. Il faut garder cette avance. Il faut diffuser effectivement cette culture pour que d'autres offices puissent s'en emparer, comme l'office, enfin voire comme l'OEB ou le IPO, comme les offices communautaires. Et j'aurais effectivement un mot d'encouragement. Nous avons saisi les problèmes, nous commençons à y répondre. Il faut renforcer cette réponse et garder ce temps d'avance que l'on pourrait avoir. Bien.
Merci. Monsieur Deraille, un mot, juste un petit mot conclusif. Non, c'est pas un mot conclusif. Je voudrais rebondir puisqu'on parle d'international. Ouais. Le réseau Curie a organisé cette année un congrès international de la Valo, le KTIS. Il y avait à peu près 800 inscrits et pendant 24 heures pour que tout le monde au niveau mondial puisse assister. On a eu c'était sous forme de webinaire bien évidemment, des ateliers avec le monde entier justement pour partager comment les autres font. Monsieur Bella, vous disiez on dépose pas assez de brevets et donc on a mis en contact tous les valorisateurs de tous les pays pour essayer de comprendre comment les uns faisaient, comment les autres ne faisaient pas, etc., etc. Et ça a été une vraie réussite et on espère pouvoir le faire toutes les années. Et c'était sponsorisé par le WIPO, ce qui était pour nous une vraie réussite, quoi. Eh bien, merci. Merci à tous. On a le temps de prendre 2-3 questions ou comment on fait? Oui. Eh bien, s'il y a des questions, oui. Eh bien, pas de problème. Merci. Bonjour à vous tous. Merci pour la richesse de vos interventions. Ma question s'adresse à Monsieur Véron des Carnot. Vous avez évoqué différents profils d'acteurs en tant que contributeurs à la R&D collaborative, et notamment les laboratoires que vous labellisez. Dans le système, comment vous positionnez les centres techniques en termes de création de valeur, de participation, de valorisation à la recherche publique? C'est une bonne question, une excellente question. On vient d'en parler en plus, là, il y a quelques minutes. Alors, d'abord, dans certains instituts Carnot, certains instituts Carnot sont des centres techniques, d'autres intègrent des centres techniques en plus de leur laboratoire. Donc, il y a une variété, en fait, dans les 39 instituts Carnot sont de constitution et de nature parfois très différentes. D'accord. Donc, on a des instituts Carnot qui sont mono-laboratoires, mono-établissements, d'autres qui sont multi-laboratoires académiques et multi-tutelles, multi-établissements, et d'autres qui intègrent laboratoires de recherche et centres techniques, et d'autres qui sont que centres techniques. Donc, alors, après, l'intérêt d'avoir des centres techniques dans un institut, dans l'écosystème, dans nos écosystèmes d'instituts Carnot, c'est clairement la capacité à couvrir une échelle de TRL plus importante et la capacité aussi de pouvoir répondre, d'amorcer des relations avec des entreprises par des petits projets, parfois des prestations, d'accord, que nos laboratoires académiques ne savent pas forcément bien faire ou n'ont pas la capacité de réaction et les équipes pour pouvoir réagir aussi rapidement que peuvent le faire des centres techniques. Donc c'est tout à fait complémentaire en fait. Autre question ? Je m'en permets une pour Christophe. On a évoqué tout à l'heure, et je pense que c'est Philippe Léron qui l'a fait, les difficultés éventuellement d'identification, de contact, ou dans le cas des UMR, où on peut avoir en back-office un certain nombre de grands organismes, d'universités ou autres. Quels sont les efforts qu'on pourrait encore faire quelque part pour coordonner, harmoniser et rendre plus lisible le dispositif pour le monde de l'industrie? Il y a des règles qui ont été posées, notamment à travers celle du mandataire unique. Voilà, est-ce que c'est suffisant ou est-ce que, selon toi, il faudrait aller plus loin? Alors, le mandataire unique, je pense que c'est quelque chose qui a été posé et qui fonctionne plutôt bien. Dans l'ensemble, ce que l'on voit, c'est que c'est appliqué et que quelque part, derrière, les établissements, avec les organismes, alors quand je dis les établissements, je suis universitaire, donc quand je dis établissement, je pense à université, avec les organismes, on s'entend plutôt bien. Je veux dire par là que sur un site, on sait décrire aujourd'hui qui est mandataire unique sur telle ou telle unité. Et ça, je pense qu'à 95%, c'est plutôt bien fait maintenant sur les sites universitaires. Et ce, avec la majorité des organismes nationaux de recherche. Alors, comment faire plus ? Il faut aller jusqu'à 100%.
D'accord ? Et il faut effectivement créer ou assurer, notamment pour des structures qui sont plus petites, des PME, d'avoir un interlocuteur unique qui est choisi dès le début de la discussion et donc effectivement assurer à cette structure qu'elle n'aura pas 50 personnes avec qui discuter. Et ça, suivant les sites, il y a quand même des sites qui sont un peu plus acculturés à la recherche partenariale et notamment avec les PME, PMI que d'autres. Et là, c'est là où effectivement la force de nos réseaux, que ce soit le réseau Carnot ou le réseau Curie, je les distingue, mais en fait c'est les mêmes personnes, fassent passer le message auprès de chacun et notamment sur des sites qui seraient peut-être un peu moins acculturés. Et dans cet esprit, en tous les cas tel que je le vois, les pôles universitaires d'innovation, qui ne seront pas des structures supplémentaires, devraient permettre d'encore améliorer cette fluidification et, comme on dit, mettre de l'huile dans les rouages pour que les gens se parlent encore mieux, me semble-t-il. Voilà. Sinon, sur le fond, je pense qu'on n'est pas très loin. Merci, c'est très clair. Je pense que compte tenu du temps, il est... Oui, on peut passer à la signature peut-être. Effectivement, oui. Ouais, voilà. Eh bien, allons-y. Passons à la signature. Merci à vous en tous les cas. Vous pouvez être applaudi. Merci.